Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Un sentiment d'appauvrissement du débat politique, c'est ce que constate une étude du Cevipof en partenariat avec le journal Le Monde. À pratiquement un mois du premier tour de l'élection présidentielle française, cette étude révèle que 34% des personnes interrogées ne sont pas sûres d'aller voter les 23 avril et 7 mai prochains. Et cela touche essentiellement les moins de 35 ans qui ne voient pas dans le débat public de véritables projets de société aspirant à un changement. Les affaires venant polluer la campagne au détriment des projets, ceci expliquant certainement cela. Les titres de votre 20h. Comment quitter la scène politique? Véritable moment de dramaturgie, c'est le sujet de votre 20h. Dans la seconde partie, le débrief culturel de notre débat, quand le cinéma et la littérature nous permettent d'aller plus loin dans notre réflexion. De la tragédie parfois, une véritable forme de dramaturgie toujours. Comment quitter la scène politique? C'est le sujet de votre 20h. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Jo Harry-Guilandine, journaliste, Thomas Brunel, journaliste. Alors, comment quitter la scène politique? C'est notre sujet du soir. Et avant toute chose, je voudrais vous faire agir par ce renoncement. On en a souvent commenté, le renoncement de François Hollande, inédit dans l'histoire de la Ve République. Une certaine façon, en somme, de quitter la scène politique. Thomas. Là, alors, il y a eu une réflexion certainement, mais vu les événements, vu son mouvement qui partait un peu dans tous les sens, vu l'échec aussi de ce quinquennat, en tout cas selon les observateurs et selon les citoyens français, je ne voyais pas d'autre solution en fait. Donc, son livre, dont on a parlé, c'était en fait son testament, et c'est pour ça finalement qu'il a ouvert les vannes et qu'il y est allé, parce qu'il savait déjà dès l'écriture de ce bouquin qu'il devait partir. Mais bon, disons qu'il il a bien fait, je dirais stratégiquement, même si l'avenir politique de François Hollande, je crois qu'il est plutôt derrière lui. Mais c'était le seul moyen de sortir par la grande porte. Et la campagne électorale que l'on vit, eh bien, je dirais, joue un peu en sa faveur. C'est-à-dire que maintenant, il est devenu presque l'absent de cette campagne. Voilà, il a un nouveau statut. Voilà. Le renoncement inédit, je l'ai dit, dans l'histoire de la Ve République, c'est un acte politique, c'est un acte de communication aussi, Marie-Jo. Oui, c'est un acte de communication, tout à fait. C'est vrai que les voyants sont en train de tourner au vert sur la fin du quinquennat. Il ne va pas être si mauvais que ça, ce quinquennat. Mais à ce moment-là, il y a quand même ce livre. C'est une catastrophe, ce livre. Un président ne devrait pas dire cela. De Davet et l'homme. Et c'est quand même ça qui est une catastrophe. C'est quand même sous la pression effectivement de Manuel Valls qu'il s'en va. Et il le fait effectivement, c'est un acte de communication. Vous avez tout à fait raison, parce qu'il le fait avec beaucoup d'émotion. Comme un acte d'abnégation. Et là, vous parliez tout à l'heure de drame, de dramaturgie, de tragédie. On est dans le héros grec, qui évidemment de la tragédie grecque, qui est capable d'abnégation, donc de renoncer à son intérêt personnel pour le bien du parti, pour le bien du pays. Voilà, du coup, ça fait quelque chose qui est plutôt grand. Il part avec panache. Alors, nous aimons bien dans cette émission décrypter la communication politique, l'envers du décor. C'est pour ça que nous avons choisi ce thème. Comment quitter la scène, véritablement la scène, spectacularisation évidemment de la politique. Je vous propose de regarder un très court extrait. On va en voir plusieurs dans cette émission, mais j'ai choisi celui-ci. On l'entend d'ailleurs dans le générique de Pendant le 20h. Crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Alors s'il y a bien un président qui a mis en scène son départ, voire plus même, par la suite, c'est bien François Mitterrand. Ça, c'est ses derniers vœux. Donc il ne se présentera plus. Il dit que c'est mon successeur qui sera à ma place. Il meurt un an après, je crois. Et là, c'est son testament. Mais comme, je dirais, je crois qu'on ne va pas aller jusqu'à d'Estaing, c'est autre chose. C'est une autre manière de dire au revoir. Là, c'est même de dire adieu. D'une manière, je dirais, seul Mitterrand en avait le secret, quoi. Ouais. C'est-à-dire que derrière cette phrase, il y a toute la culture de Mitterrand, il y a tout le message de Mitterrand, qui était un personnage quand même hors du commun, et je crois qu'on ne retrouvera plus de cette envergure-là, enfin, je ne pense pas. Je suis le dernier des grands présidents, de cette grande lignée.
Et là, c'est un départ qui va au-delà, je dirais, du côté théâtral. C'est quelque chose de même supérieur. Et puis, voilà, donc, est-ce qu'il plane encore sur cette campagne? Je sais pas. La mise en scène, encore une fois, qui est questionnée ici. Oui, là c'est intéressant aussi, effectivement, son Même neveu, la c'est vrai, voix, il va mourir un un peu. an après. Hein. La Il voix. sait qu'il est malade, lui il le sait, donc il sait en plus qu'il il a dit je ne vous quitterai pas. Mais lui sait que je crois aux forces de l'esprit et que cette présence spirituelle a un sens parce que la mort est pas loin pour lui, alors qu'on ne le sait pas forcément, nous, devant nos Non, mais il écrans. dit à ce aussi moment-là. d'où je serais, je crois, je serais parmi vous. Enfin, Oui. une Voilà, phrase, puis après il adresse ses vœux, effectivement, aux plus malheureux, etc. etc. Voilà, c'est ça. Oui. Et c'est vrai que oui, c'est quelque chose comme ça. On dirait qu'il se met aussi dans une espèce de figure paternelle, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous abandonner. Oui, je quitte la scène politique puisque en mai, son septennat s'arrête. Il meurt effectivement un an après, mais je ne vous abandonne pas. Vous êtes un peu mes enfants, je suis votre berger. C'est étonnant, c'est vrai que D'ailleurs, la preuve, on continue à évoquer François Mitterrand dans les stratégies de communication, et y compris les représentants du courant du Parti socialiste continuent évidemment à se revendiquer de Mitterrand, mais pas seulement d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est de se voir aussi les autres partis se revendiquer d'une certaine Mitterrandie. Autre exemple, alors cette fois-ci, c'est vraiment très différent. Cela sonne comme un coup de tonnerre et ça se passe en 2002. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Alors, c'est deux exemples extrêmement différents. Ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est que, alors, on se rappelle tous, 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen qui est présent au second tour, et Lionel Jospin, alors Premier ministre, n'est pas présent au second tour. Véritable claque pour la gauche, pour le Parti socialiste notamment. C'est un coup de tonnerre. Après ce discours-là, il ne reviendra plus en politique. En plus, là, par rapport à l'autre extrait, là, il y a du public. Donc, c'est-à-dire que sa décision, voilà, il l'a fait en public avec les cris de déception des militants socialistes. Là aussi, mais là, je ne pense pas qu'il est mis en scène. Là, je pense que le Lionel Jospin de ce soir-là, il était vraiment effondré. D'ailleurs, on le voit même dans sa diction que la personne est quand même très, très touchée et affectée par ce résultat. Il s'y attendait certainement pas du tout. Et là, je pense que ça sort de la mise en scène. Là, je crois que c'est à chaud. Donc, c'est quelque chose qu'il a fait comme ça d'une manière un peu, peut-être pas impulsive, mais enfin, il a réfléchi d'une durée très, très courte pour annoncer ça. Donc là, je sens pas de la mise en scène. Là, je sens le type qui y va en sincérité et qui dit, bon, stop, basta, on arrête. Parce que les résultats, parce que la France ne me veut pas, tout simplement. Intéressant aussi dans l'idée que l'on peut se faire de la politique. Et ce que cela dit d'un homme politique, ce renoncement aussi à poursuivre sa carrière. Aussi, mais c'est vrai que c'est très important, à chaud. Il a réagi à chaud. Alors peut-être que s'il avait pris le temps, il n'aurait pas quitté la vie politique comme ça. Une fois qu'il avait dit, c'était difficile d'y revenir. Mais du coup, c'est effectivement une réaction à chaud, donc avec beaucoup d'émotions et beaucoup de déception. Et le coup de tonnerre, c'est aussi d'avoir vu effectivement Jean-Marie Le Pen, qui à l'époque, en plus, autant Marine Le Pen a essayé de faire un parti qui a l'air de ressembler à quelque chose de démocratique, autant à cette époque-là, c'était quand même particulier le discours de Jean-Marie Le Pen. C'est très agressif, donc c'est très étonnant de le rencontrer au deuxième tour. Et je crois que la foule qui est en face, elle est pareille que lui, elle est à chaud. Donc du coup, sont des hurlements de fans, de rockstars, alors qu'on n'est pas du tout dans ce il n'a pas en tout cas mené une campagne de ce registre. Et là, on a des gens qui ont vraiment mené campagne, et Dieu sait que c'est quelque chose qui est difficile. On est encore dans l'excitation, et ça tombe comme un coup près. Et vous avez vu, voilà, c'est décrit, vraiment décrit. Alors, une autre image, j'ai choisi une gloire passée, le crépuscule des ombres également. On va la voir à l'image. Voilà, vous la connaissez, Paris Match, De Gaulle. Il y a cette image qui s'éteint avec le temps presque, noir et blanc, la stature du général De Gaulle qui s'en va. C'est en Irlande, ça. Mais là, je ne pense pas que c'est une bonne mise en scène, vu le personnage, à moins que, on n'ait pas tout connu de Charles de Gaulle, mais là, c'est une photo volée dans cet épisode irlandais qui restera toujours un mystère pour tout le monde, parce qu'il est parti de France, c'était un peu mystérieux, mais là, je pense qu'on est dans un autre temps. C'est-à-dire Charles de Gaulle, le général de Gaulle, représentait beaucoup de choses pour la France, il représente encore beaucoup de choses pour la France. Il est encore présent dans la campagne actuellement, et je pense beaucoup plus que Mitterrand. Beaucoup plus que Mitterrand par rapport à la probité, par rapport à beaucoup de choses. Et là, ça va au-delà de la mise en scène, ça va au-delà du côté théâtral. C'est une grande page d'histoire que l'on tourne. Donc là, il y a un côté, je dirais, symbolique très, très, très fort.
là, Charles de Gaulle, ce n'est pas Charles de Gaulle, c'est la France entière, en fait. Ils sont intéressants, ces 3 exemples. D'une part, Thomas l'a dit, c'est une histoire de France qui s'en va avec le général de Gaulle, avec Lionel Jospin. C'est la surprise, comme un coup de tonnerre, c'est lui qui le dit dans son discours, comme un coup de tonnerre, le Front National présent au second tour de l'élection présidentielle. Et avec François Mitterrand, il appelle aux forces de l'esprit, à la spiritualité en quelque sorte. 3 façons de dire au revoir, en tout cas 3 façons de quitter la scène, très différentes, qui disent quoi des parcours également? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que cela dit, un départ en politique de son parcours? Ou qu'est-ce que cela doit dire? Ça dépend un petit peu des personnages, mais c'est vrai que pour De Gaulle, sur qui on vient de revenir, il part à la suite de l'échec du référendum. Donc il avait mis quand même sa place, sa place dans la balance, et il a été désavoué. Et il aurait pu dire, ah bien oui, bon, vous m'avez désavoué, mais je vais refaire quelque chose et ça va passer. Non, donc on est encore dans le héros, comme je disais tout à l'heure, qui est capable d'abnégation et donc d'arrêter sa propre carrière pour le bien de la France. Donc effectivement, c'est la France en entier, mais c'est aussi pour le bien de la France, puisque vous ne me voulez plus, comme pour Jospin, je m'en vais. Donc c'est intéressant parce que d'un côté, parfois, ça personnalise complètement le personnage politique, c'est-à-dire qu'il n'est plus un chef de parti, en fait, il est un homme, et vraiment un homme avec un parcours important et un ego, du coup. Et en même temps, sur les exemples qu'on a, on est plutôt sur des gens qui incarnent vraiment la nation et qui sont prêts à renoncer à leur carrière pour la France, pour le bien du peuple. Alors Thomas, en Corse, c'est particulier. En Corse, justement, c'est particulier. Alors, quitter la scène politique, c'est impossible, en tout cas c'est assez rare. Quand on la quitte, c'est soit malheureusement parce que l'on décède en cours de son mandat, ou finalement on transmet le flambeau à la famille familiale, la dynastie, c'est ça, c'est un peu... L'exemple premier, c'est Bastia. Il y a eu Jean de Soucarel, il y a eu Émile Soucarel, il y a la tentative encore de Jean de Soucarel qui a échoué, mais on a essayé aussi de continuer cette lignée, et on s'aperçoit que les temps ont changé aussi. Ce qui était possible au XXe siècle l'est un peu moins au XXIe. Les grandes familles comme ça qui se succèdent à la tête d'une ville ou même d'une circonscription. On a encore le cas de Camille de Rocazère, qui est quand même le fils de Jean-Paul et le petit-fils de Camille, donc qui est toujours là. On a eu Paul Jacob, mais là je crois qu'on arrive à un moment dans l'histoire de la Corse où la succession ne se fait plus par ligne directe. Ce n'est plus comme avant, même si Gilles Siméon est le fils d'Edmond Siméon, mais qui n'a pas été un élu majeur. Edmond Siméon, c'est quelqu'un qui est dans l'histoire de la Corse contemporaine. Et comment? Avec l'histoire d'Alir, il y a eu le départ de l'histoire contemporaine véritable que l'on vit actuellement. Mais ce n'est pas une succession de mandats. Et donc je crois que la politique a changé aussi. Et ce qui était possible dans cette succession, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, quoi. Alors, on reste en Méditerranée. Vous nous évoquiez dans les coulisses une anecdote avec Marie-Jo concernant l'Italie. L'Italie, oui, il y a des gens, mais pas qu'en Italie, il y a des gens. À Marseille, par exemple, Gaston Defferre est resté, je crois, une trentaine d'années à la tête de la ville de Marseille. S'il est parti, c'est parce qu'il a été ministre de Mitterrand. Mais à Marseille, je me souviens, moi je fréquentais un peu Marseille, et on me disait, c'était le slogan qui était, mais ancré dans tous les Marseillais, c'était « Defferre forever ». C'est-à-dire que, voilà, toute ta vie, on devait avoir... Il y en a qui sont nés sous Defferre, qui se sont mariés sous Defferre, qui ont divorcé, peut-être qui sont morts sous Defferre. Et en Italie aussi, on a eu ces personnages. Un des personnages de la... Qui représente aussi l'histoire sombre de l'Italie, c'est Giulio Andreotti, qui était quand même à la tête du mouvement de la démocratie chrétienne italienne, qui a tenu les rênes du pays pendant des années, avec le pauvre Aldo Moro, qui a été lui assassiné. Mais le jour de la mort d'Andreotti, on est allé faire un micro-trottoir, enfin la RAI est allée faire un micro-trottoir dans les rues de Rome pour demander un peu, voilà, la réaction des gens. Et la première réaction d'une personne a été « Andreotti est morto ». Non. Il va ressusciter. Genre, voilà. C'était pas possible qu'il ne meure parce qu'il était là depuis tellement longtemps. Et puis, une autre anecdote concernant Andreotti, qui était un homme quand même particulier. Andreotti, on l'appelait le dive. D'ailleurs, il y a un film de Moretti, je crois, qui a été fait là-dessus. C'était un type qui a quand même un côté très, 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 très sombre, qui n'a jamais été... il a été quand même président du Conseil, etc., mais il préférait être dans l'ombre. La reconversion d'Andreotti, c'est-à-dire qu'il n'a jamais lâché le pouvoir parce qu'il était
dans l'ombre, mais c'est lui encore qui tirait les ficelles. Donc c'était quand même quelqu'un d'extraordinaire. Alors permettez-moi Mais de plagier. il a accédé au paradis. vous disiez. Voilà. Ah oui, il a- évidemment, il voilà. accède au paradis. Il accède au paradis, enfin. Permettez-moi de plagier Herbert Léonard et de vous proposer un extrait, mais c'est juste pour le plaisir. Hein. Au revoir. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé là Il Mais n'y avait ça, pas de c'est- communicant non, à ce mais- moment-là. Non, oui, non, voilà, non. voilà, je crois qu'ils sont en vacances. ça, Ah ben c'est non, clair, non, hein. moi je crois que vous avez tort, Philippe. Parce Mais que justement, ça reste en tout cas. On en parle encore c'était en aujourd'hui. 81, ça fait combien d'années là? Et on a encore Non, les mais c'est vrai, images. c'est vrai. Non, je crois On, que en ça a- on les a pour se moquer. Elles se moquaient, mais elles sont toujours là. faut Elles sont rentrées dans la postérité. Giscard, alors, les départs ressemblent aux personnes qu'on. Enfin, Ça va être ma prochaine Bon, question. en effet. Mitterrand, donc son départ, on l'a vu, avec ce côté un peu philosophique et les forces de l'esprit. On a De Gaulle dans la pénombre, enfin dans la brume irlandaise et sa canne. Hein. On a Jospin qui a réagi à froid, à chaud plutôt. Et puis là, on a cette mise en scène. Parce qu'en fait, Giscard d'Estaing, le produit Giscard d'Estaing en 1974, c'est quoi? C'est ça. C'est un produit, c'est nouveau. On le voit avec sa femme, on le voit avec son chien, on le voit jouer maladroitement au football. On le voit, donc il est entré dans la vie des gens. Et c'est comme ça. S'inviter chez les gens. Mais cette fin ressemble exactement à ce qu'a été le septennat et, je dirais, la politique de communication de Giscard d'Estaing. C'était ça. La maladresse, donc. Peut-être. Au début, c'était nouveau, parce que c'était un peu à l'américaine. C'est vrai. Et après cette fin, il a voulu faire un début, et il a fait une fin, voilà. Est-ce qu'il Non, y a ce du qui fait- macronisme dans. Est-ce qu'il y a du giscardisme dans le macronisme? Tiens, justement. Il y avait le canuet Est-ce aussi. qu'il y a. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a du Giscard chez Macron? Je vous dis ça comme ça, parce que ce sera peut-être un prochain débat. Parce qu'il y a cette idée ce aussi de positionnement. faire de la communication personnelle également, hein, au quotidien. C'est la fin de vos échanges. Il y a les fameuses 40 secondes. 40 secondes pour vous demander comment parvenir, comment réussir à quitter la scène politique. Que faut-il faire? Marie-Jo, c'est avec vous que je commence. C'est vrai que sur le dernier extrait que nous avons vu, c'est-à-dire le départ de faut pas faire. Giscard d'Estaing, oui, voilà, ça reste comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, parce que du coup, cette solennité avait un côté de... Je bisque, je boude et je vous en veux beaucoup et je partirai comme ça, mais regardez ce que vous perdez. Et bon, franchement, voilà, ça a été vraiment quelque chose qui... C'est vrai qu'elle est mythique, cette image, mais en général, c'est plutôt pour s'en moquer. Non, je trouve que le panache, c'est bien. C'est essayer de partir avec un peu de panache, c'est bien. Et justement, essayer de ne pas être carriériste, d'un moment lâcher l'affaire, laisser la place aux autres, montrer que... Dans sa vie, on a plus d'intérêt pour la nation et pour la fonction que pour la carrière. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Thomas, comment quitter la scène politique? Moi, je dirais d'abord, réfléchissez bien avant d'y entrer. Parce que maintenant, d'entrer en politique et d'avoir des mandats, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Parce qu'il y a beaucoup plus de contrôle, il y a des règles beaucoup plus strictes sur les marchés, etc., sur beaucoup de choses. Et souvent, on n'arrive pas au bout de son mandat parce que la justice s'en est mêlée. Donc, et même d'être maire d'une petite commune, qui est un compliqué, qui était avant, je dirais, se mettre au service de sa population, est devenu pour certains maires une corvée. Donc là, voilà, avant de penser à en sortir, réfléchissez avant d'y entrer. Et puis je crois que voilà, c'est ça, c'est qu'il faut essayer, c'est pas facile, de faire preuve de probité, d'honnêteté, d'être franc envers ses administrés. Et moi, je suis favorable au mandat unique, c'est-à-dire un seul mandat, et puis après, on voit comment ça se passe. Mais c'est voilà, comme ça, il y aura un début et une fin, et pas essayer de jouer les prolongations et d'éviter les combats de trop. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange sur le sujet. Comment quitter la scène politique? Vous restez certainement, enfin je l'espère, pour le débrief de l'émission. La littérature et le cinéma ont souvent interrogé la politique et l'art de la mise en scène. Quitter l'espace public est aussi un acte de communication, nous l'avons dit, voire même d'abandon, que nous décryptons. C'est le débrief culture de notre débat avec Marie-Ange Philippe et Audrey Tordelli. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir à vous deux. Audrey. Pardon. Oui, Audrey ici et Marie-Ange. Vous me mettez à droite. Sur ma gauche, Marie-Ange, et Audrey sur ma droite. Qu'avez-vous retenu? Alors, Marie-Ange Philippe et Audrey Tourdel. Marie-Ange, commencez-vous. Qu'avez-vous retenu assez rapidement des échanges entre Thomas Brunet et Marie-Jo Arrigui? Oui, alors je vais un peu dévier. Mais comment la culture populaire a absorbé ces départs et les a magnifiés? Parce que Giscard, faut pas l'oublier, c'est les enfants de la télé qui ont magnifié ça. Et Chirac, avec les Tumblr, fait les fuck yeah, Jacques Chirac, ça va être ça aussi. Du ringard, on en fait quelque chose de swag. Voilà. Il finit sur les sacs en toile et sur les t-shirts, effectivement. Du ringard, quelque chose de swag, ce sera la formule du soir. Je n'osais pas dire justement que j'avais vu la première fois cette image de Valéry Giscard d'Estaing dans Les Enfants de la télé. Je suis d'accord avec Thomas Brunet. Effectivement, moi je suis favorable évidemment au mandat unique. Au moins on sait quand ils vont sortir. Justement, on a un délai bien établi. Et effectivement, on va voir qu'on peut dépasser cette frontière de la sphère politique. Parce que justement, dans la littérature ou dans le cinéma... C'est assez prévisible. Oui, c'est avec vous, Marie-Ange, que nous commençons Le Prince. Vous avez choisi de débriefer cette émission avec Le Prince de Machiavel. Oui, j'ai ressorti mes cours de philo. Non, un classique, Le Prince de Machiavel. Il a été écrit au XVIe siècle, dans un contexte historique assez... difficile, on va dire. L'Italie est morcelée, Florence est aux mains des Médicis et ça crée une situation assez instable. Et Machiavel écrit dans cet ouvrage les mécanismes et les processus pour accéder au pouvoir. Une sorte de manuel philosophique et pratique du bon prince pour accéder au pouvoir, mais aussi le garder. Alors, ça a donné lieu à une perversion sémantique qui est le machiavélisme. Machiavel, c'est pas ça, c'est un discours beaucoup plus subtil et complexe qu'une pensée dénuée de toute morale. Il donne des conseils, on l'a dit, philosophiques et pratiques pour accéder au pouvoir et le garder surtout. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec quitter la scène en politique? C'est qu'on ne la quitte pas. Voilà, parce que oui, quitter la scène, ça ne fait pas partie du plan, a priori. Mais on a affaire à un paradoxe apparent. Machiavel est profondément républicain. On le voit ensuite dans son livre qui s'appelle Le premier discours de la décade de Tite-Live, si ma mémoire est bonne. En fait, le principal, ça n'est pas une solution idéologique, c'est une option temporaire pour justement sauver la République. Quand la République est corrompue, et il emploie le mot corrompu au sens médical du terme, c'est-à-dire de altérer, décomposer, eh bien le prince peut être une solution pour justement il faut qu'il soit assez habile et agile pour convaincre le peuple, pour accéder au pouvoir, pour le garder et sauver la République. Enfin bref, c'est un classique, c'est une pépite de philosophie politique, de psychologie, c'est d'une finesse incroyable. Et une fois n'est pas coutume, en cette période électorale, ça résonne de façon contemporaine. Le Prince de Machiavel, pour débriefer notre débat, quitter la scène politique. Audrey, côté ciné. Côté ciné, alors j'ai choisi un film qui peut-être surprendre, puisque j'ai choisi Habemus Papam de Nanni Moretti. Alors, pourquoi ce choix? Vous allez me le dire, parce que Habemus Papam, c'est pas tant un film sur la religion, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou à ce qu'on pourrait penser. À mon sens, c'est même presque un prétexte, la religion. En tout cas, c'est un peu relégué au second plan, puisque finalement, Nanni Moretti ne pose jamais vraiment la question de la foi. Je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ça par rapport à quitter la scène politique. On est en pleine élection, donc en plein conclave avec les cardinaux. Et de suite, Michel Piccoli, l'immense Michel Piccoli qui joue le pape Melville qui va être élu, refuse catégoriquement et immédiatement d'emprunter cette fonction. Donc on va voir quelques images. Non, on va juste voir pendant que vous en parlez quelques images. Donc voilà, du coup, il y a la fuite de ce pape de Melville. Donc il se réfugie dans un Rome, finalement un Rome idéalisé. Il va comme bon lui semble, il s'émerveille d'un rien. Bref, il veut vivre comme monsieur et madame, enfin monsieur tout le monde, plutôt pas madame tout le monde. Et donc c'est une métaphore pour moi de la sphère politique, parce que finalement, le temps médiatico-politique de Melville n'est pas le sien. Il quitte la scène alors qu'il n'a jamais voulu y être, justement. C'est peut-être un avant-gardiste, un rebelle, un précurseur, on n'en sait rien. Mais donc une métaphore totale de la scène politique, parce que finalement, le Vatican, c'est l'Élysée puissance 10. Ou autre chose d'ailleurs, ou la Maison-Blanche si vous voulez. C'est la scène suprême du pouvoir, là où se joue tout, il y a les stratégies. L'élection, on a un outsider, puisque du coup, Melville n'est pas du tout pressenti pour être le pape, et il l'est, contre toute attente. Est-ce que c'est une métaphore dans un mois? On verra. Les cardinaux aussi, ils sont semblables un petit peu à un gouvernement, ou à des conseillers en com, puisque le but, quand ils s'enfuient, il ne faut rien laisser transparaître. Il faut que le monde entier
pense que tout va bien. Donc on fait croire qu'il est là, on agite les rideaux pour faire croire que le pape se balade et qu'il se repose. Sans oublier les relations aussi dans le film entre le Premier ministre et le pape ou encore entre le Vatican et les médias. Donc c'est une métaphore, Melville, d'un homme politique qui a accédé à la plus haute fonction, la fonction suprême comme en politique, mais qui n'en veut plus, voire qui n'en a jamais rêvé. Il se retrouve là malgré lui peut-être. Nani Moretti-Abemous, Papab, en quelques secondes, vraiment, Marie-Ange, Grégoire Poulet, tous, également pour débriefer. Oui, alors c'est l'histoire des indignés, du mouvement des indignés, qui s'étend aux 4 coins de l'Europe, en France, en Belgique et en Grèce. Qui s'étend de façon massive et efficace, puisque c'est tout un peuple qui va pousser vers la sortie ses dirigeants. Toute la question du livre, c'est est-ce qu'on va aboutir sur un mieux ? Je vous laisse découvrir. En tout cas, l'auteur Grégoire Poulet nous mène entre fiction, réalité, utopie, vers un monde, ma foi, possible. Grégoire Poulet, tous romans aux éditions Gallimard, c'est le conseil. Et également de Marie-Ange. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débriefé notre débat, quitté la scène politique. Vous pouvez revoir cette émission sur la page Facebook de François Corse-Villastel et aussi sur la page YouTube, la chaîne YouTube de François Corse-Villastel. Il y a toutes les émissions depuis le mois de septembre d'ailleurs. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe évidemment pendant et uniquement pendant le 20h.